Bonjour à tous, bienvenue dans Express Orient. Cette semaine, nous irons en Cisjordanie découvrir les conséquences des violences de ces derniers mois sur le quotidien des Palestiniens. Nous partirons ensuite en Syrie, à la frontière turque, où des familles qui fuient les bombardements tentent de passer malgré les risques. Enfin, nous irons à Homs, ville détruite, mais ville qui inspire de nombreux artistes. Les Palestiniens sont-ils en faveur d'une troisième intifada? Selon un sondage du 6 février, plus de la moitié d'entre eux y sont opposés. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils jugent que cela ne les mènera nulle part et que les conséquences, les représailles israéliennes sur leur quotidien sont trop lourdes. C'est le cas à Kabatia, une petite ville de Cisjordanie. Reportage de Pierrick Laurent. Dans les rues de Kabatia, la vie quotidienne a repris son cours. Cette ville du nord de la Cisjordanie vient pourtant de vivre 3 jours de siège, des quartiers entiers bouclés par l'armée israélienne et une population confinée chez elle après une attaque perpétrée à Jérusalem. 3 jeunes de Kabatia ont assassiné une Israélienne avant d'être tués par la police. Majdi Nassal s'est ainsi retrouvé bloqué chez lui entre 2 checkpoints. Ici, c'est un immeuble d'habitation et quand l'armée est entrée dans Kabatia, elle l'a utilisé pour des opérations militaires. Les soldats se sont installés ici pendant 3 jours et nous étions coincés. Ils nous ont utilisés comme boucliers humains. Si les accès à la ville ont été rouverts, toutes les restrictions ne sont pas levées. Impossible pour les habitants pourtant munis de permis de travail de traverser les points de passage pour se rendre en Israël. Pour ce patron d'une carrière de pierre, qui vend sa production côté israélien, l'impact est immédiat. Ces laissez-passer sont vitaux pour nous, et ça pour plusieurs raisons. Il nous faut aller en Israël pour trouver des nouveaux clients, pour encaisser les paiements, pour aller à la banque et pour faire marcher le commerce. Au total, 9 habitants de Kabatia ont perpétré des attaques anti-israéliennes depuis le mois d'octobre. Et si les conséquences sont lourdes pour toute la ville, ici, on préfère rejeter la faute sur Israël. Le problème, ce n'est pas Kabatia, c'est l'occupation israélienne qui refuse de se soumettre aux lois internationales et de respecter des règles. Si les Palestiniens font ça, c'est parce qu'ils sont sous pression. Si les Israéliens détruisent tous nos espoirs de paix, le problème, ce n'est pas les Palestiniens. Dans un récent sondage, 80% des habitants de Cisjordanie disent subir des mesures qui impactent leur quotidien. Des difficultés de déplacement, la perte d'un emploi ou de revenus. Et plus de la moitié des Palestiniens se disent contre une troisième intifada. Je pense que notre peuple est arrivé à la conclusion que les actes de violence ne permettront pas de trouver une solution à ce conflit. Si on leur demandait « Soutenez-vous le mouvement de désobéissance civile qui perturbe au quotidien l'occupation israélienne ?», je pense que la grande majorité des Palestiniens diraient oui, car ce sont des actions non violentes. En 4 mois, les violences ont fait près de 200 morts, en grande majorité des Palestiniens qui tentaient de mener des attaques. Une vague qui ne semble ni gagner en intensité, ni montrer le moindre signe de faiblesse. L'offensive menée sur la province d'Alep pousse une fois de plus des milliers de personnes à fuir. Des familles entières se massent devant la frontière turque restée fermée. Certaines tentent d'y entrer clandestinement, mais le passage est illégal et risqué. Une nouvelle épreuve pour ces familles souvent démunies et meurtries. Écoutez leurs témoignages recueillis par nos confrères de France 2. Devant nous, à droite, à gauche, la Syrie. Nous sommes en Turquie. Mais ici, la frontière dessine une boucle en territoire syrien. Une frontière fermée, les autorités turques ne laissent pas passer les Syriens qui fuient les bombardements. Mais difficile de patrouiller tout du long. Alors par centaines, des Syriens tentent leur chance. Un passage illégal et risqué. Certains réussissent. Sur la route, nous croisons des familles épuisées. Des avions sont arrivés et ont commencé à bombarder dans la nuit. On a couru avec nos enfants, mais beaucoup d'enfants sont morts sous les décombres. Moi, j'ai dû laisser ma femme et mon fils de 2 ans en Syrie. Des barils d'explosifs tombent sur nos maisons. Tout le monde meurt, personne ne survit. Les gens fuient le feu, les bombes. Les bombes russes détruisent tout. Elles peuvent détruire d'un coup un immeuble entier.
Un enfer dont ils se sont échappés précipitamment. Les familles qui fuient la Syrie aujourd'hui sont les plus pauvres, souvent des paysans sans famille à l'étranger. Passer la frontière illégalement revient cher, près de 250 € par famille. Tout notre argent a été dépensé à la frontière. On a dû payer les passeurs. Moi, j'ai traversé la rivière à pied, avec ces 2 enfants sur mes épaules. Je marchais et des militaires turcs m'ont poursuivi. On s'est échappé dans les champs et on a dormi là-bas, sous les arbres. Pour seul bagage vers l'inconnu, 2 sacs. On a fait nos bagages dans la nuit. Il n'y avait pas d'électricité. Nous n'avons que ça. Un vêtement par personne. Des familles dévastées, séparées de parents, d'enfants, encore en Syrie. À l'image d'un pays fracturé, broyé sous les bombes. Que reste-t-il de Kobané, cette ville disputée pendant plusieurs mois par les forces kurdes et les djihadistes du groupe État islamique? Eh bien, presque rien. Un tas de gravats, un champ de ruines. 1 an après sa reprise par les forces kurdes, Kobané est une ville fantôme. Certaines familles tentent de reprendre possession des lieux, mais la reconstruction s'annonce difficile. Il y a 1 an, le déluge de feu prenait fin. Les combattants de l'État islamique se retiraient. Les Kurdes avaient gagné. Mustapha venait de vivre 133 jours sous les bombes. Un jour, je me suis retrouvé au mauvais endroit. On se battait tout près de moi. J'étais avec un combattant kurde. Je lui ai dit, si ça tourne mal, qu'ils arrivent, s'il te plaît, tue-moi. Je préfère mourir que de tomber entre les mains de l'État islamique. Kobané ressemble à un champ de ruines. 60% des bâtiments sont à terre. En janvier 2015, un groupe de jeunes activistes filmait avec leurs drones la ville dévastée. Plus d'écoles, plus d'hôpitaux. Regroupés au sein d'un collectif de volontaires, ils dégagent désormais les rues et reconstruisent des logements pour ceux qui ont perdu leur maison, grâce aux dons de la diaspora. On importe une partie de Turquie, mais en ce moment la frontière est fermée, on ne peut rien faire venir. Pour obtenir une explication, il faut se rendre à la mairie. Après avoir chassé les djihadistes, les Kurdes ont mis en place une administration autonome. Ils laissent seulement passer l'aide humanitaire, comme de la nourriture. Il y a quelques jours, il y avait 140 camions qui attendaient, et ils en ont laissé passer seulement une dizaine. Lorsque le soleil réchauffe la ville, Shamsa entraîne ses enfants sur le toit. Après plusieurs mois dans un camp de réfugiés, elle est de retour à Kobané, avec les siens. On n'a plus de voisins. On est seul ici désormais. On est revenu après la guerre, mais on veut repartir, aller vivre à l'étranger. Émigrer en Europe, difficile. Alors dans ce chaos, la vie s'organise lentement, avec de temps en temps une bonne nouvelle. Ce jour-là, à la tombée de la nuit, la frontière s'ouvre. La Turquie laisse passer une dizaine de camions chargés de vivres. Mais toujours rien pour la reconstruction. Homs, la ville symbole de la révolution syrienne, est elle aussi défigurée par 20 mois de bombardements et combats entre l'armée et les rebelles. Un paysage de désolation qui pourtant inspire des artistes, des photographes qui immortalisent les poses de jeunes mariés au milieu des ruines, ou même des réalisateurs qui tournent des films sur la ville détruite dans ce décor grandeur nature. Il pleut sur Homs, film syrien réalisé à l'été 2014. Il raconte l'histoire de 2 sœurs qui retournent dans leur ville natale à la recherche de leurs frères disparus. Pendant 100 jours, l'équipe de tournage a vécu au milieu des ruines, 3 mois après le départ des rebelles. 1 an et demi plus tard, le réalisateur Joud Saïd est à nouveau en tournage à Damas. Pour ce lauréat du prix du meilleur film arabe au Festival du Caire 2015, la ville était plus qu'un décor. Ces ruines étaient un des personnages du film, dans le sens que ces ruines représentent à quel point on est monstrueux, de quoi on est capable comme des êtres humains, de quoi on est capable de destruction et de massacre
pas seulement vis-à-vis des hommes, mais aussi vis-à-vis de notre culture, de l'architecture, etc. Autrefois surnommée la capitale de la révolution par les opposants au régime de Bachar al-Assad, Homs est aujourd'hui repassée dans les mains de l'armée. Mais complètement détruite, elle est devenue une source d'inspiration pour de nombreux artistes. Yara Issa est peintre. Originaire d'un quartier de la vieille ville de Homs, elle a dû s'exiler à Damas après la destruction de sa maison. J'ai habité et grandi à Homs. J'ai vu la destruction de la ville de mes propres yeux et j'ai remarqué à quel point ça affectait les habitants là-bas. Les déplacés, les gens tués, toutes ces horreurs se sont accumulées dans ma mémoire et font que mes tableaux sont inspirés par la guerre. J'utilise des couleurs qui suggèrent la tristesse. Jaafar Mehri, lui, est photographe. Il propose aux couples qui vont se marier de faire leurs photos dans les ruines de Homs. Son message, l'amour existe en dépit des ruines, trouve un écho chez certains couples. J'ai accepté de prendre mes photos dans cette zone dévastée parce qu'un jour, je les montrerai à mes enfants pour leur expliquer que malgré toute cette tristesse, la vie continue. Si la vie continue, le régime syrien a déjà fait plus de 260 000 morts et déplacé plus de la moitié de la population. Et on se quitte sur ces images d'oiseaux migrateurs qui passent par Israël. Des milliers de grues qui ont fait une escale dans ce pays. L'État hébreu se situe au carrefour de l'Europe, l'Afrique et de l'Asie, ce qui rend le lieu idéal pour ces oiseaux. Voilà pour ces belles images. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.